Alors, on m'a appris, puisque c'est mes débuts de président de tribunal, hein, je suis apprenti, que quand la cour arrive, donc nous arrivons, il faut que le public se lève, s'il vous plaît. Ouais, oui, s'il vous plaît. Mais j'ai pris goût, ouais, quand même, un certain goût, voilà, merci. Merci, les témoins aussi. Bien, asseyez-vous, merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les jurés, monsieur le procureur Dution de Ligonis, oui, il habite à Nice. Voilà. Monsieur l'avocat, je ne vois qu'une seule issue à cette affaire. Voilà. Ah, c'est votre issue, mais ce n'est pas forcément la mienne. Madame la témointe Christine Charru, alors juste et monsieur le témoin Luc Bonzon, juste un petit quiz à l'assistance pour se mettre en jambe. Madame la témointe Christine Charru vient de la Maison du tourisme du Pays des Lacs. Alors, hormis ceux qui sont de son département, qui peut dire ici où est le Pays des Lacs? Ouais, Charlotte? Non, pas le Jura. Ouais. Pas le Jura. Oui? Bravo. Et où en Belgique alors? En Wallonie. Alors, bravo, parce qu'il fallait quand même le voir là. On voit que finalement la promotion touristique fait un certain effet. Hein, voilà. Donc, mais Christine nous expliquera tout à l'heure. Où est-ce que c'est alors le Pays des Lacs en fait? Alors, les repères français, c'est entre Montbeuge et Givet, puisque la Belgique, il y a un petit découpage, et puis on remonte vers Givet, et puis on repart vers les Ardennes. J'y vais pas. Et donc, entre Montbeuge et Givet, et on y reste. D'accord. Ouais, d'accord. Et donc, en fait, la particularité, c'est qu'il y a des lacs. Il y a un ensemble de 5 lacs, avec d'autres lacs qui sont plus petits, mais l'ensemble de 5 lacs qui fait 70 km de rive, c'est-à-dire que c'est plus long que la côte belge, qui fait 60 km. D'accord. À ne pas confondre avec l'office de tourisme des Petits Lacs, de la montagne et des Petits Lacs, qui lui est dans le Jura. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est la montagne et les Petits Lacs. C'est pas la maison du tourisme du Pays des Lacs. Ah oui, c'est quand même assez différent. Bon, en fait, Madame la témointe, Monsieur le témoin, Mesdames et Messieurs, je suis ben aise d'être là parce que ça commence à me plaire vraiment ce boulot de président de tribunal, parce que ça consiste à dire du mal des autres en toute impunité, à juger les gens sans être accusé de malveillance et à les condamner sans crainte de représailles. Ce qui est quand même un avantage personnel. Je vous invite à faire la même expérience. Donc je déclare donc cette deuxième séance du tribunal des flagrants défis ouverte et bien ouverte. Je demanderai à l'avocat, je ne vois que d'un œil, d'ouvrir l'autre. Il fallait se coucher plus tôt hier soir, mon ami. Revenons donc à nos OGD, puisque l'accusé aujourd'hui, c'est l'OGD, l'organisme de gestion de la destination. Surtout qu'aujourd'hui, les OGD ne sont pas bien du tout dans l'affaire qui nous occupe, puisque l'affaire qui est jugée dans cette séance, c'est l'utilisation abusive de fonds publics par les susnommés OGD. Ils sont accusés donc d'utilisation abusive de fonds publics, de gaspillage et de dispersion de la subvention, qui finalement est payée par l'impôt du travailleur de première ligne. Donc l'instruction a été longue. Le dossier est copieux, vous voyez, il y a une bonne dizaine de pages à 4, donc c'est quand même sérieux. Il y a beaucoup de témoignages sur cette affaire, et puis finalement, il y a peu d'arguments en faveur des offices de tourisme, CDT, CRT, etc., qui vont avoir du mal dans cette affaire pour s'en dépêtrer. Donc même s'ils ne sont pas encore coupables, ils ne sont quand même pas bien du tout. Mais je resterai totalement impartial, ma fonction m'y oblige. Donc, si j'essaie de résumer l'affaire, avant d'interroger les témoins, de quoi s'agit-il? D'abord, d'une superposition hallucinante de structures qui s'occupent d'une même compétence tourisme. Des offices de tourisme, des CDT, des CRT, des PNR. Les enquêteurs ont même vu des maisons du tourisme, quelques syndicats d'initiative ayant pris le maquis, une poignée de pays d'accueil survivalistes, sans compter les structures poupées russes mises en place pour faciliter la coopération. Alors, les enquêteurs m'en ont indiqué quelques-unes. J'ai trouvé ça dans le dossier. Entente touristique de la Moselle luxembourgeoise. Association de développement touristique des 3 cantons. Fédération intercommunale pour le développement touristique et artisanal du sud de Mayotte. Et j'en passe. Personne n'y comprend rien. On a relevé plusieurs tentatives de suicide de professionnels du tourisme, totalement déboussolés, perdus dans la jungle touristique et qui n'arrivaient définitivement à savoir à qui il fallait payer leurs cotisations.
Certains ont été hospitalisés en psychiatrie, mais on a réussi à en sauver d'autres. Donc, premier élément de l'accusation, c'est vraiment cette superposition de structures. Et puis, le deuxième élément à charge de l'instruction est terrible. Hein. J'enjoins les personnes sensibles à sortir de la salle. Les enquêteurs ont mis à jour un vaste système de promotion touristique qui semble désorganisé, mais qui en fait enrichit largement des compagnies d'affichage dans le métro parisien, des imprimeurs et des fabricants de sites Internet. De là, penser que les incohérences et les doublons en matière de promotion, les campagnes inutiles, les logos et les slogans qui ne servent à rien seraient en fait une affaire totalement organisée, il n'y a qu'un pas que je franchis sans problème au vu de mon impartialité. L'enquête a enfin révélé que souvent plusieurs OGD agissent sur le même territoire pour les mêmes entreprises touristiques avec le même argent public. Mais souvent, ces mêmes deniers publics ont servi à payer plusieurs fois le même service. Je prendrai juste quelques exemples révélés par l'instruction. Les systèmes d'information touristique. On en a trouvé dans plusieurs régions, des régions avec 3 systèmes différents, une équipe dans chaque département pour animer le dispositif et des offices de tourisme qui, du coup, utilisent un logiciel différent. Un outil, par exemple, comme Fluvision d'Orange, qu'un certain nombre d'entre nous connaissent, alors que les OGD auraient pu négocier un contrat national avec l'opérateur, celui-ci décline ses services au niveau local. L'opérateur de téléphonie est meilleur en gestion de flux, Vision, que les OGD. On peut parler aussi de la multiplicité des sites Internet à 24 000 visiteurs par an, sites qui ont coûté chacun le même nombre d'euros à la conception et qui prennent autant de temps de travail en actualisation. Là, je vois un fabricant de sites Internet qui sourit. Parce que, évidemment, il y a toujours des gagnants dans cette affaire-là, quand même. On passera donc sur les pages de Facebook à 800 abonnés, les places de marché concurrentes, les guerres larvées de classement de meublés. Vous savez, quand il y a à la fois le CDT et l'Office de tourisme qui a l'agrément pour aller classer les meublés. Je vous l'avais dit, c'est édifiant. Chaque citoyen ne peut qu'être pris d'effroi en se rendant compte de cette gabegie d'argent public. L'instruction, qui lorsque je m'en occupe est toujours équitable, vous l'aurez remarqué, a tenté de trouver des éléments qui prouvent la bonne foi des OGD. Elle a dénoté notamment l'impossibilité matérielle d'empêcher les collectivités de décider ce qu'elles font de leur argent, du moment qu'elles restent dans la compétence qui leur a été dévolue. Et c'est vrai que la compétence tourisme appartient à de nombreuses collectivités. Certes, mais l'instruction a aussi révélé que parfois, les décisions d'achat étaient bien du ressort et de la décision des techniciens, ce qu'on appelle l'effet Massey-Ferguson. Je veux le même tracteur que mon voisin, donc s'il a acheté cette place de marché, je veux la même. Voilà. C'est l'effet Massey-Ferguson. Ou la capillarité de l'innovation, c'est plus joli aussi. Et il est vrai que certains mouvements de coopération se mettent parfois en place entre OGD. Parfois, et vous l'avez sans doute vécu, les offices de tourisme d'un même territoire se réunissent avec le CDT. Ils font le constat de l'inefficacité du millefeuille touristique, de leur gaspillage de temps et de moyens, de la nécessité d'être plus cohérent et vertueux, de mutualiser et de travailler ensemble parce qu'ensemble, c'est plus cool. Et du coup, ces OGD font appel à un consultant spécialisé dans les joyeusetés de la coopération. Ils organisent des séminaires, ils s'initient au chef de fila, à la gestion de projets, ils mettent en place des organisations complexes de coopération et décident, après quelques mois, d'éditer une carte touristique réunissant tous les territoires, document qui sera une feuille supplémentaire dans les éditions déjà nombreuses sur le territoire. C'est une aubaine pour les consultants en tourisme. Mais ça l'est moins pour les finances publiques. En fin de saison, lorsque les conseillers en séjour vont à la benne pour jeter les dépliants inutilisés, ils ne sont pas forcément convaincus de la coopération territoriale. Donc voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Le tableau semble noir, mais je pense que cette séance va pouvoir nous éclairer. Et nous avons 2 témoins. Alors, premier témoin qui nous vient vraiment de l'étranger, citoyenne Charrue, déclinez vos noms, prénoms, qualités, défauts et professions. Donc, Christine Charrue, je suis belge. Ça, c'est pour les défauts ou les qualités belges? À vous de choisir. Ça dépend si on parle de foot ou pas. Ouais. Évidemment, ça va commencer à m'énerver. Là, je sens que je vais être agacé. Voilà. Donc voilà, donc je suis directrice d'une maison de tourisme. Et donc en Belgique, ça rassemble, en tout cas pour mon cas, 19 communes. Alors la fusion des communes en Belgique, elle a eu lieu en 76.
Donc, Ce qui veut dire 76 en français. oui, voilà. Voilà. Et donc, ça représente, moi je sais, à peu près 196 000 habitants. 196 000 habitants, non? Voilà, je le fais exprès de choisir les chiffres qui fâchent. Et donc, l'objectif de la maison de tourisme, c'est de l'accueil, de la promotion, de la structuration de produits et du développement de produits. Alors, l'instruction nous dit qu'en Wallonie, l'organisation touristique est peut-être plus compliquée qu'en France. Ça me semble que vous gagnez quelques matchs de foot, oui, mais sur le champ de l'inorganisation territoriale touristique, hein. Je ne sais pas, on peut compter les structures peut-être. Oui, alors voilà, avec mon autre témoin. Quel type de structure on a, par Donc, exemple au niveau local, on a les offices de tourisme ou syndicats d'initiative. Alors, ils font la même chose. C'est juste le nom, l'appellation qui change suivant la structuration administrative, mais ils font la même chose. D'accord, et les syndicats d'initiative sont toujours vivants. Oui, certains, oui, bien sûr. La seule différence, c'est qu'un dépend des pouvoirs publics et l'autre, normalement, dépend du privé. Sauf qu'au fil des temps, le privé est peut-être passé au public, mais il a gardé le même nom parce qu'il était reconnu sur le même nom. Donc, il ne change pas de nom. Il était syndicat d'initiative, il devient office du tourisme d'après l'administration, mais il garde son nom syndicat d'initiative. Donc ça, c'est une des particularités au niveau local. Puis on a juste au-dessus les maisons de tourisme, donc, qui regroupent plusieurs offices de tourisme ou syndicats d'initiative sur l'ensemble du territoire. La couche supérieure, on appelle ça des lasagnes. Vous faites millefeuille, nous c'est des lasagnes. On a un peu des influences italiennes en Belgique. C'est ça. Ouais. Et donc la couche supérieure, ce sont les provinces. Donc en Wallonie, on en a 5. Et puis la couche au-dessus, c'est alors au niveau de l'administration, c'est le CGT. Au niveau de le Commissariat général au tourisme de Wallonie. Voilà, oui, nous aussi, on a des abréviations. Hein, vous n'êtes oui, pas les seuls. Et on a le WBT, Wallonie Belgique Tourisme. Ça, c'est par rapport à ce qui est la promotion et l'accueil. Mais alors, à côté, on a aussi des ADL, donc c'est ce qui mettent l'animation au niveau local. Puis on a des GAL, des groupes d'action locaux, et donc là qui représentent plusieurs communes, mais qui ne sont pas toujours sur le même territoire que les maisons de tourisme. Puis alors on a aussi les parcs naturels. Alors les parcs naturels, c'est la couche naturelle qui fait le lien entre les deux, au niveau environnement évidemment, et au niveau paysager, mais c'est de nouveau pas toujours le même territoire que les maisons de tourisme. Et puis tous ces organismes-là reçoivent de l'argent pour de la promotion. Alors, chacun y va avec son petit logo, son site internet, ses supports papier. Et puis, alors, il y a aussi les projets européens, où on a un devoir de publicité. Et donc, le regroupement ou le rassemblement des personnes qui participent à ce projet européen porte un nom, un logo, et on remet une petite couche. Et là-dedans, les opérateurs ne s'y retrouvent plus. Les touristes non plus. Et chacun agit de bonne foi, puisqu'on reçoit de l'argent pour faire de la promotion, et puis les organismes qui nous donnent des subventions pour faire cette promotion attendent une certaine visibilité. Donc du coup, on doit faire preuve de visibilité pour exister. Comme ça, peut-être qu'on aura encore des subventions par la suite. Alors là, je pense quand même que la Wallonie nous bat un peu, parce que j'ai au moins une couche supplémentaire, puisque logiquement, depuis la loi NOTE en France, hormis, vous avez des stations classées aussi? Des stations de tourisme? Non, il n'y a pas de stations de tourisme. Parce qu'hormis les stations de tourisme qui peuvent être au niveau communal, logiquement, il n'y aurait plus que l'échelon maison, à comparer l'échelon maison de pays en France, quoi, en fait. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a des suicides ou des maladies mentales dans les organisations touristiques ou pas? Non, il y a parfois de l'épuisement, parce que comme il y a une dispersion des différentes subventions, on est éclaté pour faire le même travail. Et donc, du coup, il y a un moment où on a l'impression d'avoir une montagne à gravir et pas les moyens qui suivent, évidemment. D'accord. Et est-ce qu'il y a quand même des initiatives qui sont prises à certains moments pour essayer de sortir de là? Est-ce que c'est les techniciens? Est-ce que c'est les élus? Ou est-ce que c'est les opérateurs? Qui c'est qui est le plus énervé de cette situation? Ça repose fort sur les personnes, en fait.
Donc c'est l'humain qui fait le lien entre les gens, et donc dans des territoires où il y a des dynamiques qui sont mises en place par des personnes, alors les choses peuvent évoluer. Mais si on est à effectuer son travail juste parce qu'il est écrit, on n'avance pas beaucoup, évidemment. Donc je pense que ce que je dirais au niveau du dysfonctionnement, c'est le manque d'une stratégie globale déclinée à différents niveaux pour chacun des opérateurs. Il y a combien d'habitants il y a en Wallonie? Alors, 3 millions et 900, un petit 4 millions à peu près. D'accord. Voilà. C'est-à-dire à peu près un peu plus de 50% de la région Nouvelle-Aquitaine, voilà, pour comparer. D'accord. Bon, eh bien, merci Christine pour ce témoignage. Si, monsieur le procureur, vous avez des questions à poser aux témoins. Monsieur le Président, je réserve ma parole pour l'acte d'accusation dans quelques minutes. Ouf, Je vous laisse le témoin. Je voudrais remercier le témoin qui a d'une certaine manière éclairé notre lanterne et surtout montré que, comme elle l'a dit, quand des personnes sont capables de faire preuve d'initiative et que ça tient avant tout à des individus, encore une fois, à l'humain, finalement, cette lasagne, ce millefeuille ne pose pas tant de problèmes que ça. Il peut même être très constructif, pour autant que des acteurs prennent les choses en main. On voit que Maître Genevois fait des efforts quand même pour se convaincre lui-même. Il va falloir un peu essayer de passer la vitesse supérieure. Merci beaucoup. Citoyen Luc Bonzan, merci de décliner nom, prénom, qualité, défaut, origine, etc. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le procureur, maître, donc je décline mon identité. Luc Bonzan, je suis le directeur du tourisme à la région Nouvelle-Aquitaine. Qualité, j'espère être aussi bon que ma voisine. En tout cas, pour montrer qu'on ne va pas gaspiller. Mais ça, c'est autre chose. Et puis, défaut, c'est que je suis optimiste. Voilà. Alors du coup, organisation touristique, ça semble plus clair et plus simple dans une région comme la Nouvelle-Aquitaine, où le millefeuille est à peu près équivalent aux lasagnes wallon. Alors moi, je préfère le millefeuille aux lasagnes, parce que je suis un gourmand. Mais je pense que la complexité, on la retrouve aussi en France et en région Nouvelle-Aquitaine, avec bon nombre d'OGD, bon nombre d'organismes publics, parapublics, privés, qui vont s'occuper notamment de promotion, de structuration locale. Monsieur le Président, vous avez parlé de stations classées, donc il y a tout un millefeuille, en tout cas, qui permet normalement d'accompagner et de structurer tout ça au bénéfice des entreprises et des territoires. Alors, est-ce que des fois, puisque vous rencontrez des opérateurs du tourisme, comme souvent on l'entend local, ils ne vous disent pas, mais il faudrait arrêter, un peu éclaircir les choses, parce qu'on ne sait plus à quel sens se vouer, en fait, quand on est prestataire touristique. Si seulement c'était possible. Et voilà. Mais peut-être que le débat est un débat de fond et un débat législatif, en fait, pour savoir qui fait quoi et comment on le fait, et derrière, à quel prix. Là-dessus, il y a deux écoles. L'école qu'on a vue dans l'instruction, il y a des débats qui existent sur faut-il encore faire de nouveaux textes pour encore plus simplifier l'organisation touristique, versus, comme Maître Genevois essayait de le démontrer, l'humain peut se suffire à lui-même pour organiser une coopération performante. Donc, pour vous, Luc Bonzan, le cadre réglementaire aujourd'hui pourrait être plus restrictif encore. En fait, le cadre réglementaire, il est ce qu'il est. Je ne sais pas si dans les prochains mois, il y aura un risque qui va être pris pour éclaircir l'horizon. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on se rend bien compte qu'il y a une raréfaction des deniers publics. Donc, ce qui n'est pas rendu possible par l'esprit réglementaire va devoir l'être par esprit budgétaire, j'ai envie de dire. Et que, justement, ces deniers et les différents crédits, budgets qui étaient alloués peut-être sur tout ce qui était promotion, structuration, demain, ce sera peut-être les mêmes budgets, mais il va falloir faire plus et mieux, parce que du coup la crise a aussi eu un impact sur les recettes des collectivités, et que tout ça, on n'aura pas d'autre choix, en tout cas d'innover et de faire autrement.
Alors, est-ce qu'une collectivité comme une région peut amener justement ces différents organismes à un peu mieux collaborer, faire sur la base du volontariat, sans ni pression financière ni pression réglementaire? On peut tout faire. Il suffit d'avoir la volonté. En Nouvelle-Aquitaine, il y a eu la volonté de contractualiser autour de 42 territoires de coopération sur le tourisme. Et donc, nous avons contractualisé avec des intercommunalités pour les faire travailler ensemble. Les faire travailler ensemble pour justement faire en sorte, en termes d'objectifs, d'améliorer les prestations, améliorer l'accueil, monter en gamme, améliorer également et générer de l'activité pour les prestataires, et également aider les collectivités, les OGD et les prestataires à assurer, ou en tout cas ne pas perdre pied sur tout ce qui est numérique, transition, transformation numérique, pour tout simplement faire mieux ensemble. Je ne dis pas que tout est formidable et qu'on a tout réussi, mais cet appel à projet qu'on a dénommé NOT, Nouvelle Organisation Touristique des Territoires, a permis, après la loi NOTRe, alors il y a beaucoup d'acronymes, mais après cette loi qui était censée éclaircir les compétences, mais qui ont transmis en tout cas la compétence touristique en partie aux intercommunalités, nous les avons fait travailler ensemble justement pour créer l'offre, pour la structurer, pour la rendre visible, et tout ça avec une animation et une impulsion régionale autour de 42 territoires de projet. Alors, est-ce que c'est ce qui a permis, comme je l'exposais dans les attendus tout à l'heure, qu'après des mois de coopération, on décide d'éditer une carte touristique ensemble, tout en gardant les documents qui existaient déjà avant, ou est-ce que ça a pu aller plus loin? Je ne sais pas si la carte est la finalité, mais en tout cas, ça a pu déjà générer de nouveaux modèles et de nouvelles ressources pour les offices de tourisme, en allant chercher la taxe de séjour. Ça a permis également de faire des programmes de professionnalisation. Et pendant la crise, ça a été bien utile puisqu'on s'est adossé sur ces 42 territoires qui ont répondu en fait à des problématiques de prestataires et qui ont pu adapter en tout cas leur programme de professionnalisation pour justement les accompagner. Comment j'accueille mon visiteur dans la période de Covid, comment je respecte les différentes mesures de distanciation sociale, etc. Et donc on voit bien qu'en tout cas, en termes de rendu, ça a été utile pendant la crise et ça a été utile aussi avant pour structurer les choses et générer à la fois des retombées et de l'activité économique, touristique sur les territoires. Donc là, comme on n'est pas dans une position réglementaire, ça veut dire que les OGD ont été volontaires pour s'associer. Donc ça veut bien dire que quelque part, ça accrédite le fait que c'est de la coopération et de la responsabilité des OGD quand même, puisque ça veut dire que sans contrainte réglementaire, on arrive quand même à travailler ensemble. En fait, c'est l'histoire perpétuelle de la carotte et du bâton. Il y a une carotte, parce qu'il en faut une, et la carotte, elle est financière. Mais elle est financière dans le cadre d'une stratégie territoriale concertée où justement l'ensemble des OGD vont avoir cette vision partagée de travailler ensemble avec en tout cas des orientations et des plans d'action partagés. C'est quelque part un peu la carotte et le bâton, c'est de dire que s'ils ne travaillent pas ensemble, j'ai envie de dire que la carotte, il n'y en a plus. Est-ce qu'il n'y a pas de risque à la pérennité de ce type de coopération? C'est-à-dire que quand il n'y aura plus de carottes, à ce moment-là, chacun retourne chez soi et on ne coopère plus? Et bien justement, là on est quelque part en termes de temporalité à se dire comment on arrive à perpétuer, à avoir en tout cas une progressivité dans ce dispositif, puisque ce que l'on constate en tout cas ces dernières années, derniers mois, c'est un dispositif qui a été mis en place depuis 6 années et qu'aujourd'hui ces stratégies de structuration locale commencent à retomber un petit peu et on revient quelque part à du saupoudrage de projets avec du site internet, avec de la photothèque, avec des choses en tout cas qui correspondent peut-être moins à la philosophie du dispositif. Et donc là, pour relancer la dynamique, la réflexion est de dire comment on arrive à capitaliser sur l'expérience qui a été menée sur 42 territoires de coopération et comment on arrive du coup à avoir cette progressivité sur tous les aspects de transition
comment on fait la transition numérique, comment on fait la transition environnementale, comment on fait la transition vers le durable. Et donc tout ça, on est en train de réfléchir pour un nouveau dispositif en 2022 avec de nouveaux objectifs. Parce que structurer pour structurer, ça ne marche pas forcément, et que demain, la structuration, elle doit être au service à la fois du territoire, mais aussi au service des transitions, pour garder quelque part un temps d'avance et être différent par rapport à une offre existante ailleurs, en dehors de Nouvelle-Aquitaine. Alors, monsieur le procureur, vous noterez que l'OGD semble incorrigible, parce que même si on l'incite à coopérer, au bout d'un moment, il retombe dans des travers, reproduisant des sites internet, etc. Il faut toujours que la puissance publique y revienne. C'est juste pour éclairer le tribunal, hein, je suis totalement impartial, etc. Alors, Christine, juste une question, ce témoignage néo-aquitain, est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve de manière similaire en Wallonie? Est-ce que des politiques publiques arrivent justement à ce que la lasagne se mélange un peu plus, c'est-à-dire qu'on arrive à voir que la sauce tomate, quoi? Le travers dont il parle, je pense qu'on ne pourrait ne pas retomber dans ce travers si derrière il y a la structuration couchée sur papier. C'est-à-dire que là, ça te repose trop sur les personnes et à un moment donné. Donc s'il n'y a pas une analyse de ce qui se met en place, de cette nouveauté, cette nouvelle dynamique qui est traduite en termes de... comment est-ce que je pourrais appeler ça, en termes d'organisation très précise et contractuelle. Voilà, couler sur papier, c'est voué effectivement à retomber comme un soufflet. Donc voilà, donc ça peut se structurer pendant longtemps si les personnes qui au départ restent là longtemps et ont vécu ça, parce que il y a une dynamique qui s'installe. Enfin, j'imagine que les opérateurs entre eux, il y a une dynamique, mais après il y a du renouveau dans nos opérateurs. On est quand même un secteur assez volatile pour certains acteurs, et donc ça veut dire qu'on a des nouvelles personnes, et donc on est perpétuellement en train de recommencer. Donc on peut au départ réfléchir sur la structuration et puis avancer sur les projets, mais après on n'avance que sur les projets, mais si la structuration n'est pas inscrite, elle se perd. Les élections municipales en Wallonie, c'est tous les combien ? Alors au niveau local, c'est tous les 6 ans, au niveau régional, c'est tous les 5 ans, et au niveau fédéral, c'est tous les 5 ans maintenant. C'est tout le temps, à peu près. Vous n'avez jamais de gouvernement, de toute façon. Donc, c'est vraiment tout le temps. Donc... Oui, mais on peut fonctionner sans gouvernement. C'est vrai, c'est ce qu'a prouvé la Belgique depuis longtemps. Oui, donc c'est un peu comme en France. Ça veut dire que, et à la décharge des OGD, ce qui prouve mon impartialité, les OGD sont quand même contraints par le fait de nouveaux élus qui peuvent survenir tous les 6 ans et donc remettre en cause un certain nombre de choses. Monsieur le procureur, une question au témoin ? Aucune question au témoin, Monsieur le Président, simplement une petite définition d'un acronyme. Vous avez parlé, Madame, du GAL, le groupe d'action locale. Nous, en France, le GAL, ça équivaut au groupe antiterroriste de Libération. Qui fut pas loin d'ici, qui a sévi pas loin d'ici dans les années 80. Maître, je vous laisse le témoin. Oh, rien à ajouter, on verra ma plaidoirie. Je remercie nos témoins qui ont apporté leur pierre à l'édifice de la démonstration que je vais brillamment faire dans quelques instants de l'efficacité, de la légitimité des OGD. Eh bien, séquence suivante de ce tribunal, je vais proposer à monsieur le procureur de défoncer les OGD, gravement, parce qu'il le mérite bien. Voilà, par un réquisitoire qui va être implacable et néanmoins brillant, avant que Maître Genevois ne plaide. Merci, Monsieur le Président Boulin. Monsieur le Président Boulin, Maître Genevois que d'un œil, cousin vaguement wallon de Jean-Yves Le Borgne, ancien bâtonnier de Paris et ancien avocat du président Chirac, c'est dire les causes désespérées que vous défendez. Chers consoeurs, chers confrères, citoyennes et citoyens de la République française, épris d'une justice égale, libre et fraternelle, je n'emprunterai aucun chemin de traverse, Monsieur le Président, aucun. L'acte d'accusation rappelé par le président Boulin nous replonge dans les pages les plus sombres et les plus sordides de notre histoire. Je n'userai pas de métaphore pour décrire
la gravité des faits qui sont reprochés à l'accusé. Je n'irai pas chercher argutie dans la littérature, et cela soulagera le président Boulin. Notre République semble à bien des égards perdue dans de sordides querelles, mesdames et messieurs, dans de sombres batailles et dans d'accablantes révélations. Les affaires portées à notre connaissance depuis le début de cette journée automnale en sont la parfaite illustration. Le tourisme, cette activité majeure dans l'économie française, véhicule avec lui un halo corruptif, un cortège de vilainie, un sillon d'opacité, mesdames et messieurs. Même si je ne parlerai pas ici de frégates taïwanaises ou de sous-marins australiens. L'affaire qui nous occupe en ce lieu, ici, cet après-midi, maître, je ne vois que d'un œil, en la présence de témoins avertis, malgré, pour certains, des origines étrangères et d'un public concerné, doit être appréhendée avec la conception de la justice qui est la nôtre. Implacable, rigoureuse, inflexible. N'oublions pas, vous toutes et tous, ici réunis, par la préoccupation de la préservation du bien commun, que notre responsabilité collective, maître, je ne vois que d'un œil, réside dans le respect de la loi. Non pas la justice du droit canonique, même si certains visages avinés pourraient laisser penser le contraire, non pas celle d'une quelconque transcendance, ni même d'une immanence poétique, mais bien cette justice qui a fait la gloire de notre nation, qui accompagne notre histoire depuis les premiers soubresauts de la Révolution française. Quelle affaire, maître, je ne vois que d'un œil, vous êtes à la limite de la calomnie, chers confrères. Quelle affaire devons-nous juger aujourd'hui? C'est celle du travestissement de notre héritage républicain. La République, cette res publica, cette chose publique pour laquelle nos glorieux ancêtres ont versé leur sang et sacrifié leur vie. Je préfère être bonobo que wallon, monsieur, je ne vois que d'un œil. Et aujourd'hui, l'acte d'accusation est grave. Et si je reprends les propos introductifs du président Boulin, l'on entend aujourd'hui juger de la responsabilité des organismes de tourisme dans le gaspillage des moyens publics. Cette responsabilité repose sur 3 socles que je vais énoncer devant maître je ne vois que d'un œil qui préfère les péripéties et les blagues de mauvais goût à la juste expression de la vérité. 1. La multiplicité des échelons territoriaux. Le président ne parlait-il pas, à son endroit, de superposition hallucinante et l'incurie qui en découle? 2. D'un système de promotion touristique au mieux désorganisé, mais que l'acte d'accusation décrit très nettement dans une fuite en avant quasi mortifère. 3. Et enfin, la multiplicité d'organismes intervenant sur un même territoire et sur un même sujet, sans se soucier le moindre instant des deniers publics, mesdames et messieurs. C'est à la lecture des faits et du droit que je veux faire entendre la voix de la justice dans cette salle cet après-midi. Je veux me concentrer sur ce qui est un véritable scandale d'État, parce qu'une impéritie généralisée et un détournement d'argent public manifeste est constaté, mais aussi un système organisé, clanique et mafieux. La première responsabilité de l'accusé, l'OGD, réside de fait dans cette multiplicité des échelons territoriaux. Comment se fait-il que l'OGD et les personnes qui l'incarnent, élus et techniciens, aient accepté cette organisation ubuesque et cette dérive à la morale, à l'éthique et à la déontologie? Une lecture attentive du Code du tourisme, Monsieur le Président, démontre qu'aucune jurisprudence n'existe dans ce pays
qui aurait été inspiré par une volonté de simplifier, de supprimer, de réformer cette superposition hallucinante selon votre mot. Je rappelle d'ailleurs ici devant vous toutes et tous que la France développe un certain pétainisme territorial. Plus de 34 000 communes en France, plus que dans l'ensemble des autres pays membres de l'Union européenne. Quelle morale pouvons-nous et devons-nous en tirer? Un goût séculaire de la division, un mépris de l'unité. J'accuse ici, devant vous, l'OGD de collaboration au minimum passive et de faiblesse devant un ennemi puissant et destructeur, l'appétit du législateur pour voter au Parlement des textes inaboutis, contradictoires et malhonnêtes. Je n'ai pas soif. Qui se souvient ici avoir entendu un OGD se lever, résister et contester? Personne. La deuxième responsabilité de l'OGD est naturellement liée à la première, Monsieur Garnier. La faiblesse morale, l'absence de scrupules, le plaisir coupable de l'esprit de Clochemerle, qui comprend le système de promotion touristique dans notre pays. Qui, je pose la question, qui comprend les messages émis par ceux qu'on appelle aujourd'hui les territoires. Quelle région n'est pas aujourd'hui responsable? Quel département ne défend pas l'itinérance? Quelle commune ne promeut pas un hébergement atypique? Les discours sont toujours confus, mal bâtis, grossiers, vulgaires. Les slogans marketing témoignent d'une pauvreté de projet. Quel OGD ne défend pas les valeurs de la proximité aujourd'hui? Mais après, j'accuse l'OGD de collusion. Une collusion pensée par un cartel, le fameux cartel du tourisme territorial qui sévit dans le pays, maître Genevoix. Un cartel composé d'élus qui se croient tout-puissants et tyranniques, de techniciens peu scrupuleux et appâtés par le gain, y compris le gain de likes sur les réseaux sociaux, de cabinets de conseil qui vendent leur même soupe avariée depuis des années. Un cartel qui agit dans l'intérêt de quelques-uns aux dépens de la collectivité. Un cartel dont l'action mortifère a aujourd'hui l'obligation de justice. Enfin, la troisième responsabilité de l'OGD n'est pas la moindre. La multiplicité d'organismes intervenant sur un même territoire ne serait dans le fond pas si grave si elle n'était pas financée par les deniers publics. Comment expliquer que des dizaines de millions d'euros soient ainsi déversés chaque année dans un océan de gabegie? On ne téléphone pas pendant mon acte d'accusation. Comment expliquer que des dizaines de millions d'euros soient ainsi déversés chaque année dans un océan de gabegie, de voyages sans lendemain, d'études inutiles, de réunions sans objet? Ce n'est pas de gaspillage dont il s'agit, mais bien d'un braquage généralisé, d'une dilapidation systémique du Trésor national, de détournement d'une fiscalité dédiée. J'accuse l'OGD de faillite morale et économique. Une faillite, une banqueroute. Imaginez un seul instant que l'entreprise tourisme institutionnel ait été une entreprise privée. Les dirigeants auraient été déjà condamnés à de nombreuses reprises et auraient été envoyés en séjour de rééducation sur l'île du Diable, en Guyane. Collaboration passive devant l'ennemi. Collusion. Faillite morale et économique. Monsieur le Président Boulin, Monsieur, je ne vois que d'un œil, mais qui par l'autre s'essaie à l'humour. Mesdames et messieurs les jurés, chers consoeurs, chers confrères, la culpabilité de l'OGD
ne fait plus aucun de doute, je réclame, au nom du peuple français, et allons-y, au nom du peuple wallon, que l'OGD soit condamné. Merci, procureur. Procureur Dution de Ligonnès, qu'on avait perdu, je crois qu'on l'a retrouvé. Je ne sais pas si vous n'avez pas été un peu fort, quoi, là, quand même. Je sais pas. Ouais, un peu quand même, quoi. Mais bon, ça, on va voir. Monsieur le Président, On va- vous devriez apprendre les règles du droit dans ce pays. Non, mais ça va, procureur, ça va. On peut avoir son avis aussi, quoi. On peut plaisanter, non plus, quoi. Je dénonce dans cette salle le rôle du président qui a essayé de m'intimider au début du procès en annonçant a priori le verdict qu'il allait annoncer. Merci, Monsieur monsieur le le Président. procureur. Et la parole est au sémillant. Maître, je ne vois qu'une seule issue à cette affaire. Et il va nous la présenter. Maître, c'est à vous. Quelle indignité. Quelle indignité, Monsieur le Président. Monsieur le procureur général de la République à Claque. Quelle indignité. Mais quel mépris pour le travail accompli. Quelle méconnaissance des subtilités et apports mutuels des différents acteurs institutionnels du tourisme. De qui se moque-t-on, mesdames et messieurs les jurés? De qui se moque-t-on? L'OGD serait encore une fois coupable de tous les maux. Avez-vous seulement une seconde pensé à la schizophrénie qui s'est imposée, qui est imposée et s'est imposée à ces organismes publics? Oui, oui, j'ose parler de schizophrénie, mesdames et messieurs, je m'explique. Une question des plus élémentaires pour commencer. Qui est finalement le client privilégié de ces OGD? Un esprit simple comme celui de quelqu'un qui se tient non loin de moi et que je ne nommerai point, ou d'un individu qui n'aura aucune connaissance de l'industrie touristique, vous répondrait, bah c'est le touriste, tiens. Oh que ce serait simple, oh que ce serait bien si c'était effectivement le cas, mais c'est bel et bien 3 grands clients privilégiés que l'OGD doit satisfaire. 3 clients dont les intérêts et attentes ne convergent que très peu. Réfléchissons un instant. Quels sont donc ces clients qui sont à l'origine de la schizophrénie de ces OGD? Citons-les. Il y a tout d'abord les élus. Des élus qui sont eux-mêmes à l'origine de la création de ces différentes structures que le ministère public souhaiterait voir disparaître en nombre. Des élus qui, étant donné qu'ils interviennent à différents niveaux, municipaux, départementaux, régionaux, nationaux, etc., disposent chacun d'un pouvoir régalien en matière de tourisme. Ces élus qui délient en outre les cordons de la bourse attendent donc, en retour, bien légitimement, différents services de la part des OGD. Un service public, tout d'abord, et c'est bien normal, et une mise en application de la politique territoriale décidée, ainsi qu'un évident rayonnement de la destination. Mais notre OGD, et c'est là que la schizophrénie s'installe, a ensuite un autre client à satisfaire. Le sociopro, l'opérateur touristique, du propriétaire des chambres d'hôtes La Moulinette de Perdu-sur-Bouquingue, au conservateur du musée de la corde à sauter de Schmürzen-Wistalballerberg, c'est en Alsace, en passant par le loueur de patins à roulettes électriques de Givati-Givatipa. Tous participent à l'attractivité du territoire par leur offre qualitative, mais contribuent également au financement de nos vaillants OGD. En retour, ils attendent effectivement de la part de ces derniers visibilité, promotion et retour sur investissement par le développement de leur chiffre d'affaires. Ainsi, à chaque OGD qui disparaîtrait, c'est aussi à chaque fois moins de visibilité et de promotion pour ces courageux acteurs de l'économie touristique. Croyez-vous, monsieur le procureur, qu'ils se peignent autant que vous
de la richesse et de la variété de ces structures qui les mettent au quotidien en relation avec les touristes. Croyez-vous que sans ces OGD, l'écomusée de Glaoui-les-Gazoil aurait vu ces 4 touristes chinois en 2019 ? Oui ? Non ? Il me semblait bien. On en arrive donc à la 3e roue du carrosse des clients de l'OGD, le fameux touriste. Enjeu de tous les désirs et cible des ambitieuses et audacieuses campagnes de nos OGD qui arrivent encore, malgré les sollicitations des 2 clients susnommés, à émerveiller et à séduire ces cohortes d'individus avides de France et de terroir local. Comme vous le constatez, mesdames et messieurs, la schizophrénie est bel et bien manifeste et l'OGD en est la victime, alors que vous en faites un coupable tout désigné. Ah, qu'il est facile de jeter le bébé avec l'eau du bain. Aussi, j'ai plusieurs questions à vous poser, mesdames et messieurs, respectables jurés. Voudriez-vous d'un service qui n'aurait plus de public que les WC qu'il met à disposition des usagers ? Souhaitez-vous un monde qui se débarrasserait de ces structures, pire de collaborateurs qu'il a lui-même choisi de mettre en place et qui n'avaient rien demandé ? Appelez-vous de vos vœux l'abandon du soutien inconditionnel désintéressé et pourtant attendu que les OGD offrent aux sociopros. Les différentes réformes territoriales, j'en avais parlé, et le poids des décisions politiques seraient à l'origine de la création d'une sorte de monstre de Frankenstein. Je vous rappelle que dans ce roman, le plus monstrueux est finalement beaucoup plus le créateur que la créature, victime d'une situation qu'elle n'a pas souhaitée. Trop de structures parmi les OGD ? Je ne pense pas. Des structures qui pourraient mieux collaborer et qui le font pour être davantage efficaces. Probablement pour autant qu'on les laisse faire et qu'on arrête de les infantiliser et les accuser de tous les maux. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je demande l'acquittement pur et simple de l'OGD. Si malheureusement le bon sens vous manquait, je vous demande instamment, néanmoins, de tenir compte de la santé mentale de mon client, victime de cette pernicieuse schizophrénie dont il est victime. Il s'agit là, à tout le moins, d'une circonstance atténuante majeure dans l'affaire qui nous préoccupe. Mesdames et Messieurs les jurés, le sort de milliers d'hommes et de femmes, plus que de structures, est entre vos mains. Merci. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis moins convaincu de la culpabilité de l'OGD que je l'étais en début de séance. Et donc, je vais demander... Ah oui, il faudrait peut-être que j'allume le micro. Ça irait beaucoup mieux. Et je demanderai justement... Vous vous êtes censuré vous-même, Monsieur le Président. C'est vrai. J'appellerai la salle, les jurés que vous êtes, à participer à cet éclairage. Avez-vous, chacun, ou mesdames et messieurs les témoins, quelque chose à rajouter à ce réquisitoire un peu excessif et cette brillante plaidoirie ? Quelle impartialité. Quelle indignité. Non, pas de réaction, pas d'ajout, pas d'observation. Alors, je pense que, et pour reprendre les termes du procureur qui voyait dans cette affaire-là finalement 2 grandes responsabilités, 2 grands mots dont il accusait les OGD. 3, Monsieur le Président. Mais j'en ai retenu 2, s'il vous plaît, c'est encore moi qui préside le tribunal. Oui, mais un président doit être totalement pertinent dans son analyse. Mais en fait, ça ne devait pas être très bien exprimé parce que moi, j'en ai vu 2, quoi, en fait. Mais... Donc, la première question est autour de la responsabilité qu'auraient les OGD dans l'organisation territoriale française. Puisque, à écouter monsieur le procureur, c'est parce que les OGD n'ont pas rejoint le maquis, ne sont pas rentrés en résistance, que les lois sur l'organisation territoriale ont été votées. Rappelons-nous de cette nuit du 4 août 2015. Tout le monde s'en souvient. Au Parlement, la loi NOTRe était débattue. L'article 4 de la loi NOTRe prévoyait que la compétence tourisme revenait à la région. Tout le monde était d'accord.
Et puis, il fallait arracher l'accord du Sénat sur d'autres points concernant l'intercommunalité. Et du coup, en haut lieu, on décida que l'intercommunalité valant bien une messe, on pouvait abandonner le tourisme. Et donc, on a tout simplement enlevé l'article 4 et le fait qu'on ne puisse avoir qu'une organisation du tourisme qui est un véritable chef de file. Et du coup, on se retrouve toujours avec ces différents niveaux à l'intérieur. Est-ce qu'on peut dire là-dessus que les OGD sont coupables de par leurs élus qui étaient représentés ou pas? Donc, la première question, elle est là. Et puis la deuxième, vous dites que les dirigeants d'OGD prendraient un plaisir coupable à multiplier les opérations de promotion, éditer des dépliants à l'avantage de leurs élus. Est-ce que là aussi, on peut reconnaître la culpabilité dans ce point-là de l'OGD? C'est la deuxième question. Un commentaire, maître? Bon, je dirais, suite au pic de mon confrère, qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Vous m'avez qualifié de borgne, je vous qualifie d'aveugle. Vous n'avez pas vu toute la réalité que M. le Président souligne effectivement, et qui est véritablement le coupable? C'est toute la question qui nous préoccupe aujourd'hui. Et le coupable n'est pas celui qu'on croit, il n'est pas dans le box des accusés, je le dis encore une fois. Monsieur le procureur, rien à ajouter? Vous parlez de cécité, Monsieur Le Borgne. D'abord, atteindre à l'intégrité physique de personnes souffrant de handicap témoigne d'une profonde malhonnêteté dans cette enceinte de justice. Je voudrais simplement dire, Monsieur le Président, que la façon dont vous avez dirigé les débats démontre une partialité absolument scandaleuse. J'ose rappeler ici. S'il vous plaît, votre rôle n'est pas là, monsieur le procureur. Je Vous préside m'avez ce tribunal. demandé un dernier témoignage, je vous le fournis, Monsieur le Président. Allez-y. Nous ne sommes pas dans une dictature et la censure n'est pas notre lot quotidien. Quand on peut attaquer sur le fond, Monsieur le Président, on ne peut attaquer que sur la forme. J'allais vous répondre sur le fond, monsieur, je ne vois qu'une issue. Et le fond, c'est que vous le touchez réellement, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs les témoins, un dernier mot avant qu'on demande aux jurés de voter. Écoutez, il y a beaucoup d'excessivité en fait dans ces débats animés, en espérant en tout cas que les jurés auront bien compris que les OGD, certes, avaient peut-être une part de responsabilité, mais que, comme l'a dit Maître Genevois, que nous étions quelque part dans un écosystème non choisi, et que ce non choisi, quelque part, j'espère qu'il sera choisi demain, mais que son non choisi, du coup, amènera à l'acquittement des OGD que nous sommes. Christine? Il a bien parlé. Donc la Wallonie se range de ce côté. Alors, mesdames et messieurs les jurés, je vais vous demander de m'éclairer, puisque je ne sais pas trop quelle sentence appliquer. Donc, à la première question, l'OGD était-il responsable de l'organisation territoriale pour ne pas l'avoir combattu? Si vous pensez qu'il en est responsable, je vous demanderai de lever la main. Pensez-vous qu'il n'en est pas responsable? Et je vous demanderai de lever la main si c'est le cas. Ah, je vois que majoritairement, quand même, la salle se range du côté de la défense. 50 €, on avait dit. Et deuxième question, deuxième chef d'accusation relevé par monsieur le procureur. Il n'a pas été bon, le procureur, là. Oui. Non. Il n'a pas été très... Est-ce que les dirigeants des OGD, parfois, prennent un certain plaisir coupable à essayer de faire des campagnes de promotion pour leur petite destination sans coopérer? Alors, si vous pensez qu'il y a une part de plaisir coupable de la part des techniciens des OGD, merci de lever la main. Ça va être plus équilibré. 1, 2, oui. Et alors, est-ce qu'il y en a qui ne pensent qu'ils sont vierges de toutes ces intentions et que tous les techniciens des OGD sont pour une coopération sans faille? Excusez-moi, nous ne sommes pas à Lourdes. Ah, il y a M. Fabien qui est vraiment... voilà, il y en a. Écoutez,
de ce fait, puisque merci d'avoir éclairé la Cour, après ces échanges brillants, du coup, comme il me revient de donner la sentence, mon jugement sera, je pense, aussi équilibré qu'éclairé. Puisqu'il s'avère que, oui, les OGD dépensent de l'argent public de façon inconsidérée, font des opérations qui ne sont pas lisibles par les prestataires touristiques, se marchent sur les pieds, ne sont pas forcément cohérents. On peut dire que de ce point de vue-là, ils sont coupables. Mais ils ont de circonstances atténuantes fortes. Première des circonstances atténuantes, ils ne sont à rien responsables de leur destin puisque c'est la collectivité et le législateur qui l'ont imposé. Deuxième circonstance atténuante, pour la majorité, ils expriment à minima le souhait de collaborer. Et donc, on peut, ma sentence, s'il vous plaît, monsieur le procureur, sera totalement clémente puisque je déclare donc l'OGD très légèrement coupable, mais sans forte responsabilité. Et comme nous sommes dans le tribunal des flagrants défis, il faut imposer un défi à l'OGD. Donc son défi serait d'inscrire dans l'ADN, inscrire dans son ADN, vous voyez, son ADN, la coopération comme première nature. Voilà, ça serait un défi. Et le deuxième défi, ce serait de recruter de nombreux consultants en les payant bien cher, voilà, pour faire travailler les gens ensemble. Parce que je pense que ça, c'est intéressant. Et en fait, ainsi, l'argent public dépensé servira au moins à quelque chose, faire vivre les susnommés consultants qui en ont bien besoin. Voilà la condamnation que j'exprime aujourd'hui devant vous. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci, monsieur le procureur du pont de Ligonnès. Monsieur Maître, je ne vois qu'une seule issue à cette affaire. Merci Luc, merci Christine pour votre participation.